Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il y a 80 ans, l'Espagne était plongée dans la guerre civile, nationaliste contre républicain, un chapelet d'horreurs qui ont eu notamment pour témoin Ernest Hemingway. C'est ce que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ernest Hemingway, en vérité, a été le témoin de tant et tant d'événements chauds, si je puis dire, de ce XXe siècle qui n'a pas manqué de guerre. Alors il y a longtemps qu'on n'avait pas mis à l'honneur l'auteur de tant de chefs-d'œuvre, ce grand écrivain américain. Quand je dis des chefs-d'œuvre, on pense toujours au Vieil homme et la mer, bien sûr, qui vient de reparaître d'ailleurs chez Gallimard dans une nouvelle traduction. Et vous avez invité pour l'occasion Thierry Geffrotin pour nous parler d'Hemingway. D'Hemingway, Thierry, que connaissent bien nos auditeurs, il est un peu le monsieur culture d'Europe 1. Il a beaucoup voyagé par la pensée sur les traces d'Ernest Hemingway. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes en Floride en 1936. Ernest Hemingway est dans sa splendide maison de Key West, une île au sud de Miami. Il est avec sa femme, Pauline Pfeffer, lorsqu'il entend le déclenchement de la guerre civile espagnole. Les radios ne parlent que de ça en 1936, dans le monde entier, bien entendu. Le putsch de Franco qui menace la jeune République espagnole l'émeut profondément. Il faut vous dire que Ernest Hemingway a assisté en Europe à la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays. Il a été reporter, ça l'a beaucoup intéressé cette affaire. Il s'est rendu de très nombreuses fois en Espagne dans les années 20 et 30. C'est un pays qui depuis toujours l'attire. Et il s'est pris de passion pour le peuple ibérique et pour sa culture. La tauromachie, bien entendu, ai-je besoin de vous le dire à propos d'Hemingway, les férias, cette atmosphère joyeuse et colorée qui règne dans l'Espagne de l'époque. Chaque fois qu'il s'y rend, il retrouve là-bas ses amis, parmi lesquels Juan Miró. En 1936, c'est donc pour lui une évidence, il ira se battre en Espagne. Avant de partir, il signe un contrat avec une agence de presse américaine pour couvrir la guerre en tant que correspondant. Ses articles seront publiés dans les grands journaux américains et évidemment, il est bien payé pour ça, $500 par reportage. On parle des dollars de l'époque, bien sûr, 1936. $500 par reportage, $1000 pour les articles un peu plus longs. Mars 37, après avoir passé quelques jours à Paris, Hemingway rejoint donc Barcelone et de Barcelone, le voilà parti pour Valence. Voici ses premières visions de la guerre. Elles sont parues sous ce titre quelques jours plus tard dans la North American News Association, la NANA. Quand notre avion militaire parti de Toulouse descendit au-dessus du quartier commercial de Barcelone, les rues étaient désertes. C'était aussi calme que le quartier d'affaires de New York un dimanche matin. L'appareil se posa en douceur sur une piste en béton et alla s'arrêter en vrombissant devant un petit bâtiment où, frigorifiés par notre trajet au-dessus de la cime des Pyrénées couvertes de neige, nous nous réchauffâmes les mains avec des bols de café au lait, tandis que 3 gardes armés de revolvers et vêtus de vestes de cuir plaisantaient à l'extérieur. C'est là que nous comprîmes pourquoi Barcelone paraissait momentanément si calme. Un bombardier trimoteur venait de passer, escorté de 2 avions de chasse, et il avait jeté son chargement de bombes sur la ville, tuant 7 personnes et en blessant 34. Il s'en était fallu d'une demi-heure pour que nous tombions dans la mêlée au cours de laquelle les avions des insurgés avaient été repoussés par les appareils de chasse du gouvernement. Tout le long de la côte vers Valence, nous traversâmes des foules en liesse qui me rappelèrent davantage les anciens jours de feria et de fiesta que la guerre. Il n'y avait que les blessés convalescents, claudiquant dans les lourds uniformes de mauvaise qualité de la milice qui faisaient paraître la guerre réelle. À la mi-mars 1936, Hemingway arrive finalement à Madrid et il s'installe, comme beaucoup d'autres écrivains, il s'installe à l'hôtel Florida. Il faut imaginer cette capitale espagnole assiégée, des volontaires ont afflué du monde entier pour défendre cette république menacée. Ils forment ce qu'on appellera les brigades internationales. Hemingway retrouve plusieurs autres personnalités célèbres. Il y a là Pablo Neruda,
qui à l'époque est consul du Chili en poste à Madrid, le poète Julian Bell, qui est le neveu de Virginia Woolf, André Malraux, bien entendu, qui fait des allers-retours entre la France et l'Espagne, ou encore le réalisateur Joris Ivens et le photographe Robert Capa. Il y a également le grand ami d'Hemingway, grand ami américain, John Dos Passos, avec qui Hemingway a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, ça crée des liens. En avril 1937, Hemingway va réaliser avec Dos Passos et Joris Evans un documentaire, La Terre espagnole. Ils installent leurs caméras dans la ville assiégée, ils aménagent un poste d'observation dans une maison en ruine, et au milieu des combats, des bombardements, ils captent tout, les détonations, les explosions, les corps déchiquetés. Il se trouve, je vais raconter ma vie, mais moi j'ai eu l'occasion de voir ce film alors que j'étais encore tout petit. Je ne sais pas comment ça s'est fait, j'étais devant la télé, comme on dit, et ça m'a marqué. C'était des images extrêmement fortes et extraordinaires. Hemingway ne se contente pas de filmer, il prend part au combat, il accompagne les offensives à cheval, il suit les soldats dans les chars d'assaut. Il est à Guadalajara lorsque les républicains conquièrent la ville en mars 1937. Il participe à l'offensive de Brunete où la femme de Robert Capa, Gerda Taro, va perdre la vie. Et ça a été un des grands épisodes, bien entendu, de cette affaire. Hemingway a sans cesse sur lui un carnet avec un stylo et il note tout ce qu'il voit. Pour se remettre de ses émotions, Hem buvait du whisky et mangeait de l'oignon cru, racontera le réalisateur avec lequel il travaille. Le soir, l'écrivain amateur de sensations fortes retranscrit au propre le résumé des spectacles effroyables auxquels il a assisté. Et une fois que tout ça est prêt, eh bien, il envoie l'article aux États-Unis. Voici ce qu'il écrit le 11 avril 1937 pendant le bombardement de Madrid, je cite. Madrid, au front, à un quart de mille plus loin, un bruit semblable à une toux sourde parvint du flanc parsemé de pins verts de la colline d'en face. Il n'y eut qu'une traînée de fumée grise pour signaler la position des batteries. Puis vint le brusque son aigu, comme le déchirement d'une étoffe de soie. Cela passa bien en dessus en direction de la ville, et là-bas personne ne s'en inquiéta. Mais en ville, où toutes les rues étaient pleines des foules du dimanche, les obus arrivèrent avec le brusque éclair que fait un court-circuit, et puis il y eut le fracas assourdissant de la poussière de granit. Au cours de la matinée, 22 obus tombèrent sur Madrid. Ils tuèrent une vieille qui revenait du marché, la jetant à terre comme un ballot de vêtements noirs, une jambe soudain détachée, allant frapper en tournoyant le mur de la maison voisine. Ils tuèrent sur une autre place 3 personnes qui s'étalèrent comme autant de paquets éventrés de vieux chiffons dans la poussière et les gravats, quand les éclats de 155 eurent explosé sur le bord du trottoir. Une automobile, arrivant dans la rue, stoppa brusquement, fit une embardée après l'éclair lumineux et le fracas, et le conducteur sortit en titubant, son cuir chevelu pendant sur ses yeux pour aller s'asseoir sur le trottoir, la main sur le visage, le sang lui mettant un vernis brillant sur le menton. Par 3 fois, un des plus hauts immeubles fut atteint. L'hôtel Florida, où réside Hemingway, est le décor de la seule et unique pièce de théâtre qu'il a écrite, la 5e colonne. Inutile de préciser que les conditions de travail pour écrire cette pièce sont à la limite de l'impossible. Chaque jour, Hemingway enroule son manuscrit, le glisse sous son matelas, sans être sûr évidemment de le retrouver lorsqu'il rentrera. On ne sait pas dans quel état sera l'hôtel, qui d'ailleurs a été bombardé par moins de 30 fois pendant l'écriture de la 5e colonne. Si ce n'est pas une bonne pièce, c'est peut-être là la raison, dira d'ailleurs l'écrivain. Pourtant, dans ce décor de fin du monde, comme le héros de la pièce, Hemingway s'apprête à nouer des liens forts avec une femme dont il va, est-ce que ça vous surprend, tomber éperdument amoureux. Un extrait de la bande originale du film Pour qui sonne le glas avec Gary Cooper et Ingrid Bergman sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Aujourd'hui, Franck, vous nous emmenez au cœur de la guerre d'Espagne, au cœur de l'histoire d'Hemingway, où l'écrivain s'est engagé. Il s'est engagé dans cette guerre comme correspondant. Alors, je me demandais, quelles sont les convictions d'Ernest Hemingway à l'époque? Il est communiste? Non, on ne peut pas dire qu'il soit communiste, mais il est antifasciste en tout cas. Il est très engagé dans la défense de la République, comme dans ce discours de juin 1937 à la Fédération Carnegie de New York, où il affirme: le fascisme est un mensonge. Un écrivain qui ne veut pas mentir ne peut pas écrire ni vivre sous le fascisme. Il se dit pour autant apolitique, et c'est d'ailleurs un sujet récurrent de querelle avec son ami Dos Passos, qui alors lui ne cache pas ses sympathies communistes. Hemingway dit n'avoir aucun parti sinon l'amour de la République. Il considère que la politique est transitoire, éphémère. Il disait: 1000 ans rendent la politique et l'économie dérisoires, alors qu'une œuvre d'art reste toujours. Alors là, on ne peut que souscrire à cette belle phrase. Après plusieurs mois passés en Espagne, Hemingway va donc retourner chez lui aux États-Unis. Il va passer là-bas l'été 1937 avec sa femme, Pauline Pfeffer, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est donc à Key West, en attendant de repartir pour l'Espagne. Et c'est alors qu'il fait une rencontre inattendue, un tournant dans sa vie. Une jeune et intrépide journaliste américaine vient lui rendre visite à Key West pour l'interviewer. Alors imaginez-la, grande blonde, avec un caractère très affirmé. Elle est drôle en plus. Elle s'appelle Martha Gellhorn. Elle est venue voir Hemingway qu'elle admire énormément. Elle veut lui parler littérature. Hemingway est impressionné par son impétuosité, par tous ses charmes, disons-le aussi. Martha rapidement va devenir l'amie du couple, puis la maîtresse du mari. Puis plus tard, elle deviendra sa femme. Lors du second séjour d'Hemingway à Madrid, Martha Gellhorn le rejoint en Espagne, tandis que l'écrivain est déjà célèbre dans le monde entier. Elle, pour l'instant, n'est qu'une petite débutante. Elle est jeune reporter, on va dire. Elle a débarqué en Espagne avec $50 en poche après avoir signé un contrat avec le magazine américain Colliers. Ce qui fascine Hemingway chez elle, c'est son intrépidité, c'est cette espèce de manière fougueuse qu'elle a de vivre une guerre dans laquelle elle conserve un certain enthousiasme, l'enthousiasme de la jeunesse, si vous voulez. Et d'ailleurs, Hemingway confiera à son biographe, vous savez, Aaron Ochsner: Martha était la femme la plus ambitieuse que j'ai jamais connue. Elle était toujours par monts et par vaux pour couvrir une guerre pour Colliers. Chaque soir, après avoir envoyé son article du jour en Amérique, Hemingway se détend, nous dit Dan Frank. Il enlève son béret, déchausse ses petites lunettes métalliques, troque un manteau lourd contre une veste plus légère et va chercher Martha Gellhorn dans sa chambre. Elle a pris une chambre à l'hôtel Florida, bien entendu. Et ensemble, ils sont là, qui vivent, qui essaient de profiter de la vie dans cette atmosphère de guerre. Il rit en permanence. Martha disait souvent que son pire cauchemar était l'ennui et le fait de n'avoir personne avec qui rire. Ça, c'est encore une belle phrase. Rire malgré l'horreur. Vivre dans le danger, lutter pour ce en quoi on croit. Voilà ce qu'aime Hemingway et voilà ce que partage Martha. En avril 1937, Hemingway va signer une de ses chroniques de guerre les plus célèbres, qu'il intitule « Un nouveau genre de guerre ». Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait. Madrid. La fenêtre de l'hôtel est ouverte et pendant que vous êtes allongé dans votre lit, vous entendez la fusillade sur le front à 17 rue de là. Il y a des coups de feu toute la nuit. Les fusils font tac, tac, pac, tac. Et puis une mitrailleuse ouvre le feu. Les fusils font tac, crac, pac, tac. Et puis une mitrailleuse ouvre le feu. Elle est d'un plus gros calibre et beaucoup plus bruyante. Rang, carac, rang, rang. Vous restez couché et écoutez cela. C'est merveilleux d'être au lit, les pieds allongés, réchauffant peu à peu au fond du lit froid et non pas là-bas, dans la cité universitaire ou à Carabanchel. Un homme chante d'une voix rauque en bas dans la rue et 3 ivrognes discutent tandis que vous vous endormez. Au matin, avant qu'on vous appelle de la réception, la détonation assourdissante d'un obus explosif vous réveille et vous allez à la fenêtre et regardez dehors pour voir un homme, la tête baissée, le col de la veste relevé, courant à toutes jambes à travers la place pavée. Il y a l'odeur âcre des explosifs chimiques que vous aviez espéré ne plus jamais sentir, et en peignoir et en pantoufles, vous dévalez l'escalier de marbre. Combien de morts, demandez-vous à un policier. Un seul, dit-il. L'obus a défoncé le trottoir et explosé dessous. S'il avait explosé sur le pavé de la rue, il aurait pu y en avoir 50.
c'est là que nous passons une dizaine de fois par jour, précisément à ce coin de rue. Quelqu'un plaisante au sujet de dents manquantes et quelqu'un d'autre dit de ne pas plaisanter ainsi. Et tout le monde éprouve ce sentiment qui caractérise la guerre. Ce n'était pas moi, voyez-vous, ce n'était pas moi. En 1938, Hemingway effectue son dernier séjour en Espagne. La guerre, à l'époque, dure depuis maintenant, on peut dire depuis maintenant 2 ans, en 1938. Le tournant qu'elle est en train de prendre est inquiétant. Hemingway peut-il, à ce moment-là, croire encore en la victoire des Républicains ? Lors de son tout dernier séjour en Espagne, il a participé à la bataille de l'Èbre. On est là en octobre-novembre 38. C'est un combat extrêmement sanglant et qui laissera si longtemps des traces si profondes. Hemingway est un des derniers reporters à quitter le champ de bataille. 70 000 soldats ont perdu la vie sur ce champ de bataille. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de l'écrivain Ernest Hemingway, qui a été correspondant de guerre pendant la très sanglante guerre d'Espagne. La guerre est finie. 70 000 soldats sont victimes de cette guerre. Qu'est-ce qui va se passer pour Ernest Hemingway maintenant ? Eh bien, Hemingway, en fait, a eu son sou de guerre, si je puis dire. La guerre est en train d'ailleurs de courir à sa fin, puisque là, l'échec de la bataille de l'Èbre, l'échec des Républicains à la bataille de l'Èbre, va ouvrir des voies immenses à Franco. La défaite finale des Républicains est vécue de façon très douloureuse par tous ceux qui sont venus soutenir ces gens-là, et bien entendu par Hemingway lui-même. Et il va rentrer aux États-Unis, que voulez-vous ? Il rentre définitivement à la fin du mois de novembre 1938, et dans New Masses, il publie un article qui lui aussi est resté célèbre. « Les morts dorment au froid en Espagne ce soir, et ils dormiront au froid tout cet hiver, tandis que la terre dormira avec eux, écrit-il. Les morts n'ont pas besoin de ressusciter. Ils font partie de la terre à présent, et la terre ne peut jamais être conquise, car la terre est éternelle. Elle survivra à toutes les tyrannies. » Puis l'écrivain se met à la rédaction d'un roman qui va devenir peut-être son œuvre la plus célèbre, « Pour qui sonne le glas ». L'anecdote raconte qu'il se serait entendu avec André Malraux pour que l'un écrive sur le début de la guerre et l'autre sur la fin de la guerre d'Espagne. Pour qui sonne le glas sera achevé en 1940. Le roman nous plonge dans un maquis pas loin de Ségovie. On est vraiment au cœur du conflit. Hemingway fait dire à son héros, c'est le volontaire américain Robert Jordan, qui était épris de la jeune espagnole Maria. Suivez mon regard, vous voyez qu'il y a pas mal d'autobiographies là-dedans. On a fait ce qu'il fallait faire et on sait qu'on a eu raison. C'est Robert qui dit ça. Tu as connu la bouche sèche, l'exaltation purificatrice, purifiée par la peur que donne le combat, et tu t'es battu cet été et cet automne pour tous les pauvres de ce monde, contre toutes les tyrannies, pour toutes les choses auxquelles tu crois et pour le nouveau monde auquel ton éducation t'a préparé. C'est dans ces jours-là que tu as éprouvé cette fierté profonde, saine et sans égoïsme. Je combats depuis 1 an maintenant pour ce en quoi je crois. Le monde est beau et vaut la peine qu'on se batte pour lui. Le monde est beau et vaut la peine qu'on se batte pour lui. Le livre va être, vous le savez, un grand succès. Hemingway signe un contrat d'adaptation pour le cinéma avec la Paramount pour une somme absolument faramineuse. Et les rôles de Robert Jordan et de Maria, et c'est à eux qu'on pense à chaque fois évidemment qu'on évoque Pour qui sonne le glas, les rôles sont interprétés par les 2 grandes stars d'Hollywood à l'époque, Gary Cooper et Ingrid Bergman. En 1940, Hemingway divorce donc d'avec Pauline Pfeiffer, on va y revenir dans un instant avec Thierry Geffrotin, et il épouse notre Martha Gellhorn. Le couple s'installe à la Havane. Martha continue d'être sur tous les fronts, puisqu'on la voit en Tchécoslovaquie au moment des accords de Munich. Elle couvre l'invasion russe en Finlande. Elle se rend en Chine lors de la guerre contre le Japon. Elle est en Europe, évidemment, pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu'Hemingway va finir par se sentir un peu jaloux de cette femme reporter comme lui, mais infiniment plus intrépide. « Es-tu une correspondante de guerre ou une femme dans mon lit ?» lui demande-t-il, sur un ton piquant bien sûr. Ils divorceront en 1945. Martha disait « Je ne veux pas être seulement une note de bas de page dans la biographie de quelqu'un d'autre. » Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Franck. On voit que Ernest Hemingway, dans cette affaire,
a donné, on peut dire, à la guerre d'Espagne, peut-être pas ses lettres de noblesse, mais ses lettres de pérennité. Il est celui qui a été le chantre de cette guerre d'Espagne. Mais oui, parce qu'il était lui-même, à sa manière, un combattant. Hein. Il avait une plume en guise d'arme. Mais il aurait pu prendre les armes d'ailleurs, hein, parce que c'était... Calamo non ferro, il combat par la plume et non par l'épée. Mais je pense qu'il était en effet capable de faire le coup de poing, parce que cet homme-là, on l'a vu à travers votre récit, c'est un casse-cou, un sanguin, c'est plus qu'un journaliste. Hein. Son frère disait que c'était un samouraï, son frère Leicester, hein, que c'était un aventurier. Je trouve que le mot est très faible d'ailleurs quand on parle d'Hemingway en disant aventurier. Il est au cœur à chaque fois de ce qui est le plus terrible, c'est-à-dire la guerre. Hein. On l'a vu en Espagne, mais on le verra. Il était pendant la Première Guerre mondiale, c'était un peu moins belliqueux pour lui, parce que il est blessé, mais il est blessé alors qu'il n'est pas vraiment au front. En 44 aussi, quand il débarque à Omaha. Donc il est vraiment, aujourd'hui on dirait qu'il fight, vous savez, on dit ça en français. C'est un belliqueux. Comment est-ce qu'on peut le définir ? C'est un correspondant de guerre ? Oui. On n'a pas l'impression qu'il donne toujours les détails géopolitiques et stratégiques de l'affaire. Oui. Il aurait plutôt tendance à prendre parti pour un camp, très clairement, là, en l'occurrence. Notamment, en Espagne, il a dit d'ailleurs, le fascisme est un mensonge, il est condamné à la stérilité littéraire. Oui, il choisit son camp. Alors il choisit son camp, en même temps je pense qu'il s'était interrogé sur le fait de savoir s'il allait suivre les républicains ou s'il allait aller du côté des franquistes. Hein. Il s'est vraiment posé la question, mais comme c'est un homme qui a des valeurs, à un moment la question ne s'est pas posée. Mais en effet, il est toujours au cœur de ce qui fait la grande histoire, et comme vous l'avez dit, cette première moitié du XXe siècle en a été servie quand même. Oui, il y a eu ce qu'il fallait en matière de guerre. Alors là on est dans l'extrême fin de ce qu'on a appelé la montée des périls. La prise de pouvoir par Franco va marquer le début, si je puis dire, de toutes les misères que l'Europe va subir à partir donc de 36-37. Ce sera bientôt la guerre. Il y a eu Guernica entre les deux, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, bien sûr, tout ce que, on va dire, la gauche intellectuelle comporte de grandes plumes à l'époque se retrouve dans cet hôtel Florida de Madrid. On y va, nous aussi, à l'hôtel Florida dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Un extrait de la bande originale du film sorti en 1958, Le vieil homme et la mer. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'Ernest Hemingway. Et dans la vie de l'écrivain, il y a bien sûr l'épisode sanglant de la guerre d'Espagne. On en parle avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Thierry Geffrotin, journaliste au service culture d'Europe 1. Est-ce qu'on peut dire, Thierry Geffrotin, que Ernest Hemingway aimait l'Espagne et la guerre différemment, mais autant l'une que l'autre, d'une certaine façon. Quand je dis qu'il aimait la guerre, ne nous trompons pas. Oui, oui. Il n'appréciait pas les horreurs et les violences. Mais on a l'impression que ce climat convenait relativement bien à sa personnalité. Oui, parce que, alors vous dites l'Espagne, alors moi je pense tout de suite à la corrida. Oui, voilà, tout simplement. Et il aime ce pays. Alors évidemment, nous on est très européens, alors ça nous parle l'Espagne, même si on n'a jamais été. Enfin, ça fait partie de notre culture. On connaît cette civilisation. Mais pour un Américain, vous imaginez ce que ça veut dire que d'aller en Espagne. Et donc, en effet, il aime l'Espagne avant d'aimer la guerre. La corrida, je pense qu'il a préféré aux femmes, hein, pour être un peu clair. C'est quand même fou. Hein. Oui, c'est fou. Oui. Moi, j'ai découvert, j'étais gamin, j'ai découvert Hemingway avec Le vieil homme et la mer. Donc, j'avais une vision un peu romantique et cinématographique avec Spencer Tracy. Vous savez, c'est l'amitié virile. C'est un très beau film. Mais quand on regarde... Oui, c'est la version très pure de l'affaire. Très pure, hein, oui. Je pense que c'est un très beau roman. Vous savez, il y a du Moby Dick dans ce roman. Mais quand on regarde qui a écrit ça, c'est fou, quoi. Parce que Hemingway,
là je quitte un peu l'Espagne, mais pas beaucoup. C'est quand même, je vous disais, il est hâbleur, bagarreur, casse-cou, sanguin, colérique, infidèle en amour et en amitié. On voit bien, on le voit bien au front, quoi. C'est-à-dire que il a assez peu de morale, hein. Donc on le voit très très bien, et c'est lui-même qui sculpte sa légende. Il aime bien en rajouter. Tout ce qu'on dit aujourd'hui de lui, il fait un peu peur, hein. Il a un côté assez inhumain, et je pense qu'il a un peu travaillé ça, parce que ça participait de sa légende. Vous laissez entendre qu'il a fabriqué un personnage d'une certaine manière. Oui, ah oui. Ça, j'en suis convaincu, dans sa manière de s'habiller déjà, dans ce côté un peu hirsute, ours mal léché, et quand il dit je tue les animaux, parce que c'était un grand chasseur, hein, ça va de soi. Entre la chasse et la corrida, on va se faire des amis. Oui, mais il disait je tue les animaux pour ne pas me tuer. Oui. Alors à côté de ça, il y a des choses qui le rendent très humain. Alors je ne sais pas si ça rend très humain d'être dépressif, mais c'est quelqu'un quand même qui était de chair humaine, quoi, et diabétique aussi. Vous voyez. Alors justement, on va revenir tout à l'heure sur sa vie. On va essayer de dérouler l'existence de ce personnage un peu insaisissable, il faut bien le dire. Oui. Pour clore sur l'Espagne, l'Espagne apparaît à travers 2 de ses romans très particulièrement. Le soleil se lève aussi, même si l'action est en grande partie à Paris. Enfin, il y a des moments... Il y a Pamplune, là, dans Le Soleil se lève aussi. Hein. Oui, exact. Oui. Alors, je pense, c'est très bizarre parce que l'Espagne, c'est là où il a été au plus près de la mort. Et finalement, Le Soleil se lève aussi est sans doute un grand roman, mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus. C'est pour Qui sonne le glas, bien entendu. Évidemment, pour Qui sonne le glas. Vous savez, alors vous parliez de l'Espagne où il rencontre Martha Gellhorn et il dit « elle en a ». Vous voyez, on dirait aujourd'hui elle est couillue, quoi. Et c'est quand même, c'est un type. Et André Malraux là-dedans, la rencontre. Alors pour moi, ce sont des univers qui n'auraient pas dû se rencontrer. Et qui est cette légende qui consiste à dire il y en a un qui écrit le début de la guerre et l'autre qui écrit la fin. Ça paraît presque aussi écrit comme si les deux s'étaient dit on va écrire notre propre légende. Oui, je ne les vois pas vraiment ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Malraux, nous on le voit toujours. Moi je crois que voir pourquoi, c'est que l'un comme l'autre l'un et l'autre prennent beaucoup de place. Oui. Ils ont une très haute idée de leur personnalité respective. Disons les choses, un très gros égaux, et qu'on imagine très mal les deux cohabiter. Ça, il n'y a pas de place, oui. Il n'y a pas de place. Et alors, en Espagne, il y a une chose aussi très importante, parce qu'on a l'impression qu'il est au cœur des combats, ce qui est aussi vrai, mais il est aussi activiste pour soutenir la cause des Républicains, c'est-à-dire qu'il va récolter des fonds, par exemple. Donc, il n'est pas que, la plume... il n'utilise pas que sa plume que pour rapporter les faits de guerre. Il a aussi un engagement de citoyen. C'est un globe-trotter, par ailleurs. On a hésité tout à l'heure sur le qualificatif de reporter de guerre, correspondant de guerre. En tout cas, c'est bien un grand reporter, ça oui. Ah oui. Et il a un œil acéré. Des notations, c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait le caractère éternel d'Hemingway, c'est que ces notations nous marquent à jamais. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'expressionniste dans son style et d'extraordinairement vif dans son regard. Oui, parce que quand on c'est un photographe des mots, en fait. Ouais, c'est ça, parce que quand on les lit, on se dit pour un journaliste, ça manque peut-être un peu de rigueur. Est-ce que c'est vraiment un romancier, même quand il écrit pour rapporter des faits de guerre, hein, il ne s'agit pas là des romans, on se dit oui, c'est pas tout à fait un style de romancier, mais en fait je pense qu'il est les deux à sa manière, mais c'est en même temps une forme littéraire américaine, hein. Ça correspond aussi à une époque. Vous le diriez d'abord américain finalement? Ah oui. Oui, il a été marqué même par cette enfance après tout. Oui. Ses parents vivaient à Oak Park, aussi une riche banlieue près de Chicago, dans l'Illinois. Alors il y a des choses à raconter épouvantables. Il naît à la toute fin du 19e siècle. Hein, vraiment, c'est un enfant du siècle. C'est un enfant du siècle. Et la maman, moi quand j'ai découvert ça, j'ai dit ça explique peut-être des choses. C'est peut-être de la psychologie à 2 €. Mais sa maman, elle l'habille en fille. Elle refuse de lui couper les cheveux. Enfin, elle en fait une petite fille, hein, de cet Ernest. Et aujourd'hui, on peut se dire s'il est devenu aussi macho, viriloïde. Oui, c'est ça. Avec tant de testostérone, il faut peut-être chercher du côté de la mère qui n'a pas été très aimante et qui lui a fait subir des choses épouvantables. Une réaction d'après vous?
Oui, je pense. Alors que son père, alors il y a une belle image du père. Son père l'emmène découvrir la nature. Ils ont une résidence secondaire, on va dire un chalet, comme diraient les Canadiens, à la campagne, près de Détroit. Et son père lui fait découvrir la nature, lui fait découvrir comme un Amérindien emmènerait un petit Européen découvrir ce qu'est vraiment la nature, les animaux, etc. Vraiment, entre le père et la mère, c'est l'alpha et l'oméga. Alors américain, oui, mais un Américain vraiment cosmopolite, amoureux du monde entier. On va le voir constamment sur la brèche et sur les routes par monts et par vaux, comme il le disait lui-même à propos de la chère Martha. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Et jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous amenez au cœur de l'histoire d'Ernest Hemingway aujourd'hui. Et nous découvrons, grâce à votre invité Thierry Geffrotin, journaliste au service culture d'Europe 1, l'intimité de l'auteur du Vieil homme et la mer. Vous me disiez pendant l'interruption, Thierry Geffrotin, que sa mère l'appelait poupée chérie. Oui. On n'a pas tellement l'image non, pas vraiment. Quand il faut regarder les photos d'Hemingway, à l'âge adulte évidemment. Et alors, ce qu'il dit de sa mère aussi, c'est épouvantable. Il la qualifie d'hystérique, d'égoïste et même, j'ouvre les guillemets, de salope, fermez les guillemets. C'est sa maman quand même. Lui, il se fait appeler Ponche quand on lui dit, quand tu étais petit, t'appelais poupée chérie. Oui. Donc, il y a vraiment, je pense qu'il faut chercher par là cette espèce de besoin de s'affirmer et d'être un mec, quoi. Quand on pense à Hemingway, on pense évidemment au Harris Bar de Venise, mais on devrait d'abord penser à Paris peut-être. Paris va jouer un rôle absolument essentiel. Essentiel, oui. Alors après la Première Guerre mondiale, il est donc blessé en 1918. Alors là, c'est pas un fait de guerre puisqu'il distribue des cigarettes et du chocolat quand il reçoit un obus autrichien. Il va vraiment être gravement blessé. Mais il rentre, il en rajoute. Il dit qu'il a eu 300 éclats. Enfin, la légende est en marche. Et donc, il arrive en effet à Paris. C'est un premier séjour et c'est un séjour très très important. Il y est de 1921 à 1928. C'est-à-dire que c'est le Paris des années folles. C'est le Paris de cette après-guerre qui vit une sorte de fête effrénée, en fait. C'est l'image romantique. Oui, c'est ça. C'est l'image telle que les Américains veulent voir de la capitale française. Et là, alors il y a beaucoup d'endroits où on peut suivre la trace aujourd'hui d'Hemingway. Vous pouvez parler du Harris Bar, on peut aller au Café de la Paix où il passe Noël en 1924 avec son épouse, la brasserie Lippe évidemment. Et puis il y a des rencontres qui sont très souvent importantes. à Saint-Germain-des-Prés quand même. Il y a un côté germano-pratin. C'est le quartier latin et c'est Saint-Germain-des-Prés. Mais il vit à l'hôtel Jacob, lui, dans le 6e. Oui, il vit à l'hôtel Jacob. On sait exactement d'ailleurs combien il paye. Il paye $30 par mois et il fait des petits placements boursiers. Enfin, c'est assez drôle parce qu'on sait tout de ce qui se passe à ce moment-là. Et alors, il est au repos là à ce moment-là parce qu'il est sorti de la guerre. Il n'est pas encore parti en Espagne entre donc 1921 et 1928. Je pense que pour lui, c'est là où se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il fait d'énormes rencontres. Et il y a un autre endroit où il va, c'est Shakespeare and Company. Il rencontre. Alors, on a appelé, là, vous savez, au moment de la guerre du Vietnam, il y a une génération qu'on a qualifiée de perdue. Là aussi, il y a une génération perdue, celle qui a fait la Première Guerre mondiale. Et là, il rencontre Joyce, Fitzgerald. Enfin, c'est un foisonnement. Et tous ces gens-là sont à Paris. Et tous ces gens-là sont à Paris. Tous ces gens-là, il les rencontre et ça participe de son enrichissement personnel. Parce que quand il est petit, si je fais ça, c'est parce qu'il y a un pont à faire, je trouve, avec tout ce qui se passe dans sa vie quand il est adulte. Quand il est petit, il lit des romans d'aventure. Donc déjà, il est prêt à en découdre en quelque sorte. Donc à Paris, on le trouve aussi rue de l'Odéon où il découvre Tolstoï, Dostoïevski. Enfin, il s'enrichit énormément. Il y a 2 séjours à Paris. Il y a ce séjour de 1921 à 1928 et peut-être 44, moi qui me touche particulièrement. 44, c'est la Libération. Mais la Libération. Mais je trouve que pour la construction de ce qu'il est, c'est évidemment le premier séjour qui est parisien qui est très important. En fait, c'est un double séjour. Il est une première fois de 1921 à 1923. Sa femme va accoucher aux États-Unis et ils reviennent à Paris. C'est dire son attachement à Paris. Mais comme vous dites, Paris à ce moment-là, c'est brille de mille feux et les Américains veulent y être. Là, c'est la fête absolue là pour le coup. Et en fait, il aime les foules en liesse. Voilà ce qui peut être défini Hemingway. L'attrait des foules en liesse et une immense commisération pour les foules malheureuses et pour les foules tristes et mortes d'une certaine manière. Est-ce qu'il a, réglons la question, est-ce qu'il a débarqué en 44 Oui, il a débarqué en effet. Mais alors il débarque avec la 7e vague d'assaut à Omaha Beach le 6 juin 1944. Omaha, que l'on a qualifié d'Omaha la sanglante, c'est là où il y a 30% de pertes. Le 6 juin, c'est là où le débarquement a failli échouer. Alors avec la 7e vague d'assaut, je pourrais pas vous dire à quelle heure. Les historiens vous le diraient parce qu'on sait très bien à quoi ça correspond. Je pense que les vagues d'assaut, c'était toutes les
toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures. Mais quand il arrive sur la plage, c'est pas réglé du tout. C'est que les troupes d'assaut ont failli être remises à la mer. Et il a écrit un texte que j'ai retrouvé. Je remercie Jean Kellien, c'est un historien spécialiste de la bataille de Normandie, qui s'appelle En route pour la victoire. C'est 20 pages. Et c'est vraiment... Alors, malheureusement, là en français, il faudrait le lire en américain, mais c'est vraiment du Hemingway. D'autant plus que les traductions sont souvent difficiles. C'est un style difficile parce qu'il surajoute des adjectifs, il fait des phrases à tiroir difficiles. Qui n'en finissent pas. Alors justement, permettez-moi de lire le tout début. Voilà ce qu'il écrit. Alors, on est donc le 6 juin au matin. Il a gratté beaucoup de notes parce que pour écrire 20 donc là, pages... on est avec lui dans le débarquement. Sur une barge du débarquement. Vous parliez de Robert Capa. On a les fameuses photos de Capa du 6 juin. Vous savez, ces photos en noir et blanc qui ont été utilisées par Spielberg pour sauver le soldat Ryan. Donc vous imaginez, c'est ça, quoi. Si vous avez vu sauver Ryan, c'est ça, quoi. Et là, ce sont des photos verbales d'une certaine manière. Alors voilà ce qu'il écrit. Pendant que nous avancions vers la terre dans la lumière grise du petit matin, les bateaux d'acier de 36 pieds en forme de cercueil recevaient de lourds paquets d'eau verte qui tombaient sur les têtes casquées des soldats entassés, épaule contre épaule, raides et engoncés, à la fois unis et séparés par le sentiment de solitude de l'homme qui part au combat. C'est à la fois un reportage et c'est très littéraire dans la manière d'écrire. Et je pense que c'est sa grande force. C'est-à-dire que quand on est journaliste et qu'on lit ça, on se dit oui, il y était. Et quand on est lecteur d'un roman, on est emporté et on ne sait pas s'il y était parce qu'il y a du style, quoi. On se dit, c'est magnifique. C'est une capacité à transcender la réalité vécue en quelque sorte. Et la manière dont il découvre la terre, parce que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des vétérans qui malheureusement sont décédés aujourd'hui et qui tous racontent le moment où on aperçoit les côtes de Normandie. Il faisait ce mardi matin 6 juin, il faisait un temps gris, vraiment un temps d'automne et quasiment d'hiver. Et voilà ce qu'il découvre, lui. Les falaises basses étaient coupées de vallées. Dans l'une d'elles, il y avait le clocher d'une église. Il y avait un bois qui descendait jusqu'à la mer. Il y avait une maison sur la droite d'une des plages. Sur tous les promontoires, les genêts en fleurs flamboyaient, mais le vent maintenait la fumée à ras de terre. C'est lyrique. C'est lyrique. Et je vous dis, Omaha Beach, 6 juin au matin, 30% de perte. Alors ça, encore une fois, c'est l'auteur et c'est l'observateur, le témoin des grands événements. Il ne faudrait tout de même pas donner de Hemingway une image trop différente de la réalité. En même temps, c'est quand même l'homme des grands hôtels et des grands cocktails, si je puis dire. Oui, parce que alors, on parle de 44, l'aventure n'est pas finie pour lui, parce que voilà, il débarque en Normandie et puis il arrive à Paris avec la Libération. Alors là, c'est la légende. Alors là, il l'écrit, mais maintenant, on a l'histoire, donc on sait que c'est assez faux. C'est-à-dire que il va voir Leclerc et il propose ses services. Donc vous imaginez. On a dû se dire, mais qu'est-ce qui est ce garçon? Bon, on l'a renvoyé, non pas dans ses foyers, mais on l'a dit, non, on n'a pas besoin de vous. Donc, il a obtempéré, parce qu'on se dit, un chien fou pareil, il aurait très bien pu n'en faire qu'à sa tête. Oui. Donc, il dit qu'il a libéré le bar du Ritz, ce qui est pas mal. Oui. C'était peut-être pas faux, ça, pour le coup. Oui, donc elle a peut-être libéré une bouteille de whisky. Je parlais du Harris Bar tout à l'heure. L'Italie a joué un rôle important également dans la formation d'Hemingway. Il est au moins aussi italien que français, cet auteur américain. Oui, parce que là, il est tout jeune. Il est d'abord... Ça nous ramène un peu en arrière. Un peu en arrière, oui. On est donc à la Première Guerre mondiale, mais on reste dans ce domaine des guerres mondiales. Il est tout jeune et il veut combattre. Malheureusement, il est myope. Ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait des caractères... C'était un être humain, malgré tout. Et notamment sa myopie. Voilà, c'était un très lourd handicap. Et on lui a dit non, vous ne serez pas dans l'active. Donc il part, il est tout simplement ambulancier. Et c'est là où il distribue du chocolat et des cigarettes. Et c'est là où il est blessé grièvement. Et pratiquement tout ce qu'on peut lire d'Hemingway dans ses romans, c'est autobiographique. Et évidemment, quand il rentre et qu'il commence à écrire, il va raconter sa propre histoire. Cette histoire... Oui, on peut, en prenant un certain nombre d'extraits de toute son œuvre, reconstituer quasiment sa vie à lui. C'est d'ailleurs une assez bonne idée, ça. Oui, parce que... il va finir l'adieu aux armes, là-bas, en Italie, qu'il avait commencé à Paris. Voilà, il finit l'adieu aux armes, et il suffit de changer des prénoms et des noms, et on a son histoire. Mais moi, ça me touche, parce que je crois que... Quand on écrit un premier roman, on dit que de toute façon on parle de soi. Lui, je pense qu'il a passé sa vie à parler de lui, tout simplement. Oui. C'est le cas de tout grand écrivain, peut-être.
Oui, mais il a remis le couvert souvent, pour le coup. Il passe du temps à Cuba aussi, bien sûr. À Cuba... Alors, c'est pas le Cuba de Fidel Castro, c'est le Cuba d'avant, bien sûr. Oui, c'est le Cuba d'avant, parce que d'ailleurs, là, il arrive, quand il est à Key West, évidemment, dans les Keys, il ne peut qu'être attiré par Cuba, mais on revient à l'Espagne, ce côté un peu solaire, quoi. Un peu exubérant, comme ça. Et puis, je pense qu'il aime cette civilisation qui est un peu dure, enfin, un peu cruelle. Mais il ne restera pas à Cuba lorsque Fidel Castro arrive au pouvoir, même si il est approché, par exemple, par les Russes, les Soviétiques, et le FBI s'intéressera de près à lui. Mais il trouvait qu'il y avait trop d'anti-américanisme de la part des Cubains, des castristes. Hein. Et pour lui, Cuba, c'était pas l'endroit où il voulait vivre, parce que à un moment, il reste, je le dis, américain, fortement américain. On n'a pas beaucoup parlé de femmes dans tout ça, finalement. Non, on n'a pas beaucoup. On a été assez machiste. Ouais, on a parlé de sa maman. On peut parler de ses épouses, donc 4 épouses. La première est pianiste. Alors pour Hemingway, je pense que là, le casting est très mauvais. Quoi, c'est pas la femme qu'il lui fallait. Et puis les 3 autres, je vous dis, il y a Michelle Pfeiffer qui est journaliste à Vogue, la correspondante de guerre, la grande correspondante Martha Gellhorn, et puis Mary Welsh. Mary Welsh. Alors ça, vous savez, quand on dit qu'est-ce que je vous sers un Bloody Mary, ben c'est elle. Hein, qui se cache derrière ce Bloody Mary, c'est Mary Welsh. Donc, et puis sans doute 1000 conquêtes. 1000 conquêtes. Mais cet homme qui était infidèle en amitié était aussi infidèle en amour. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cet homme et ses femmes. Mais je pense qu'il faut encore lire ses romans pour savoir où elles sont, ces femmes. Et puis sa mère, mais on en a déjà dit tellement de mal. Merci beaucoup Thierry. Il y aurait énormément à dire sur ce grand écrivain, Ernest Hemingway, dont Le vieil homme et la mer vient d'être donc proposé chez Gallimard dans une nouvelle traduction. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand. Et tous les jours, juste avant 15h sur Europe 1, nous allons là où l'histoire s'est faite. Et aujourd'hui, pour cette émission consacrée à Hemingway, nous partons avec vous, Franck. Vous êtes notre guide en Espagne. Je voudrais, dans le peu de temps qui nous reste, évoquer un certain nombre des lieux. Vous savez que le principe de cette rubrique de fin d'émission, Thierry, c'est sur les pas d'eux. Et là, en l'occurrence, on pourrait aller sur les pas d'Ernest Hemingway. Alors à Barcelone, à Valence. Je suis pas sûr que Barcelone soit l'endroit où on ait tout à fait envie de se trouver en ce moment. Enfin, en même temps, si on était correspondant d'actualité, ça serait pas mal. Il se passe beaucoup d'événements. Peut-être qu'aujourd'hui, on verrait Hemingway revenir à Barcelone. À Madrid, on ne peut plus voir le fameux hôtel Florida dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de cette émission, puisqu'il a été démoli en 1964. Vous connaissez les magasins El Corte Inglés, hein, vous savez, il y a eu des chaînes comme ça qui sont mises à la place de cet hôtel qui, pendant la guerre d'Espagne, a vu défiler évidemment tous les grands noms dont nous avons parlé, y compris Dos Passos et bien sûr André Malraux et tous ces gens-là. Alors, Hemingway a participé en 1937 à la bataille de la Guadalajara. Ça, c'est un endroit qu'on peut encore visiter, mais sur lequel on ne peut pas dire que le travail de mémoire ait été très développé. Brunete, à côté de Madrid, je ne suis pas persuadé non plus que ça fasse l'objet d'un véritable pèlerinage, si je puis dire, parce que l'Espagne a surtout commémoré les lieux de victoire des franquistes, et pour cause, puisque le général Franco arrive au pouvoir donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y restera jusqu'au milieu des années 1970 et que pendant des décennies, on va commémorer bien sûr la guerre civile en Espagne, mais on va la commémorer côté Franco. Alors en Aragon, notamment le village de Belchite a été choisi pour témoigner de ce que le régime nationaliste appelait la barbarie rouge séparatiste. Hein. Et Franco a voulu en faire un véritable village martyr. C'est d'ailleurs sans doute le premier village martyr qui ait été intentionnellement conservé en Europe, un peu dans l'esprit de ce que plus tard nous ferons nous à Oradour-sur-Glane, si vous voulez. L'Alcazar de Tolède également, en partie détruit lors du siège mené par les Républicains. Et on a longtemps célébré la résistance d'une poignée de cadets commandés par le célèbre colonel Moscardo, avec la libération par les troupes franquistes. Donc évidemment, l'Alcazar de Tolède était considéré comme un endroit. Et puis bien sûr, le Valle de los Caídos, qui n'est pas très loin de l'Escurial, avec son espèce de croix de 142 mètres de haut, et puis
cette basilique creusée comme ça dans la montagne, hein, cette espèce de grande voûte en berceau gigantesque, pharaonique ou plus exactement hyper fasciste, parce que c'est de l'architecture fasciste. C'est le mausolée de Franco, ça l'est encore aujourd'hui bien entendu, et ça continue à être ça une vraie curiosité touristique, parce qu'évidemment c'est très spectaculaire. Vous savez que le 31 octobre 2007, les Espagnols ont adopté une loi sur la mémoire historique, c'était du temps du Premier ministre, enfin on appelle ça président du gouvernement en Espagne, Zapatero. Il s'agissait de reconnaître un certain nombre des victimes de cette guerre civile, d'ouvrir les fosses communes, bref, de se réapproprier l'ensemble de la mémoire. Mais vous voyez, 2007, il a quand même fallu attendre 32 ans après la mort de Franco en 75. Il y a bien sûr un certain nombre de hauts lieux républicains, et s'il fallait n'en retenir un, c'est Guernica. Et à la limite, plus peut-être que le village basque en tant que tel, ce qu'il y a de plus fascinant à Guernica, c'est encore le tableau. Mais le tableau de Picasso, c'est au musée Reina Sofia qu'il faut aller le voir en plein cœur de Madrid. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Buenos días, Lorena Martin. Buenos días, Franck. Là, vous êtes chez vous, là. Pour une fois, oui. Alors, en Espagne, vous ne pouvez pas mieux tomber. Vous nous parlez d'un parador, en fait. Oui, Décidément, on reste là plutôt dans le franquisme, en fait. Oui, vous savez, ces structures hôtelières d'État, nichées le plus souvent au cœur d'anciens palais, monastères, châteaux, couvents ou encore au cœur de très beaux sites naturels. L'origine, en fait, de ces paradors remonte à 1910, lorsque le gouvernement de l'Espagne demande au marquis de la Vega Inclán de créer une structure hôtelière qui n'existe pas en Espagne. L'idée, c'était en fait d'héberger les voyageurs tout en améliorant l'image du pays. Il faudra attendre ensuite quelques années pour que le projet aboutisse. Finalement, 1928, lorsque Alphonse XIII inaugure le premier parador, c'est celui de la Sierra de Gredos, entre Madrid et Ávila. Et avec la guerre civile, le tourisme va reculer et le développement de ces paradors aussi. Et en fait, ce sera dans les années 60 qu'ils vont connaître leur grand boom. Oui, parce que alors Franco voulait que le parador soit en quelque sorte le modèle du tourisme espagnol. Exactement. En fait. Et aujourd'hui, il y a près de 10 000 chambres pour une centaine de paradors. Et comme nous avons beaucoup parlé de Madrid, j'ai sélectionné celui de Chinchón, qui est un très beau village à 50 minutes en voiture au sud de Madrid. Et ce parador a été aménagé dans un ancien couvent des frères Augustins, qui date du XVIIe siècle, qui devient un parador dans les années 80. C'est une construction assez baroque, avec des influences Renaissance. Il y a un sublime cloître et un patio où il y a des néfliers notamment. Et on mange souvent très bien dans ces paradors. Notamment dans celui-ci, vous pouvez goûter le cocido, qui est un pot-au-feu aux pois chiches, chorizo. Vous avez aussi de l'agneau et des plats préparés à base d'ail, parce que ce village de Chinchón est connu aussi pour l'ail qu'on cultive depuis le XVIIIe siècle. Est-ce qu'Hemingway est allé à Chinchón ? Non, il n'a pas créé de cocktail sur place. Là, non. Apparemment pas. Peut-être un mot, Thierry Geffrotin, une adresse alors plus parisienne cette fois d'Hemingway. Oui, très parisienne, parce qu'on n'a pas parlé de la personne dont je vais vous parler maintenant. C'est Gertrude Stein, qui était une femme assez incroyable, poétesse, dramaturge. Oui, bien sûr. Qui avait épousé grande intellectuelle. Oui, grande intellectuelle qui épousait les thèses féministes, sans doute un peu mégalomane, mais enfin qui a fait venir à elle beaucoup d'artistes. Et Hemingway a donc été reçu nombreuses fois chez elle. On peut dire, d'une certaine manière, elle tenait salon. Et c'est 27 rue Fleurus à Paris. C'est pas loin des Jardins du Luxembourg. On est toujours dans la mouvance, vous savez, Saint-Germain-des-Prés, le quartier latin. Tout ce qui plaît aux Américains et Hemingway, évidemment. Merci beaucoup pour cette adresse signée Thierry Geffrotin. Merci beaucoup, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain pour un véritable scandale, tout à fait parisien celui-là. Oui, effectivement. Demain, vous allez nous emmener au cœur de l'histoire de Charles de Choiseul-Praslin, un crime sous Louis-Philippe.